Bonjour tout le monde. On doit commencer parce qu'on est dans les temps. J'ai le plaisir de modérer cette table avec mes amis, Madame Dini, responsable de service de pédiatrie de l'hôpital Haj Khalifa à Casa. L'université Mohamed VI des sciences de santé de Casablanca, Monsieur Azame Idrissi, éminent immunologiste travaillant sur FES et qui fait partie prenante de la Société marocaine d'infectiologie et de vaccinologie SOMIPEV, et moi-même, professeur Benchokroun, CHU de Rabat et médecin ressources en matière de prise en charge VIH sur le plan national. Donc, je lance rapidement cette table et je donne la parole à Monsieur Bensouda. Madame. D'accord, je suis désolée. J'ai le plaisir de vous connaître, effectivement. Et elle va nous présenter la santé orale de l'enfant malade. Quelle collaboration pédiatre, pédodontiste. Et c'est très important de voir ce côté, c'est-à-dire chirurgien-dentiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de nous avoir associés à ce congrès très riche et très intéressant. Donc je me présente. Alors, je suis enseignante au service au département de d'odontie prévention, d'odontologie pédiatrique, à la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette présentation qui parle de la santé orale chez l'enfant malade, quelle collaboration entre le pédiatre et le pédodontiste. Alors, en odontologie, nous définissons le patient à risque comme tout patient porteur d'une affection aiguë ou chronique, ou un patient qu'on reçoit et qui suit une thérapeutique, ou encore un patient présentant un état physiologique entraînant des répercussions au niveau de la cavité buccale, ou des adaptations de la prise en charge thérapeutique en cours de soins. Donc nous avions fait une étude qui a évalué le profil des patients consultants en pédodontie prévention, qui a porté sur 529 patients. Et nous avons trouvé que dans cette consultation qu'on reçoit, il y avait quand même 34% des patients, donc presque le tiers des patients qui étaient des patients à risque, donc qui consultaient pour des soins dentaires. La plupart des pathologies étaient représentées, mais on avait une majorité de patients atteints d'hémopathie, de maladies cardiaques, maladies respiratoires ou encore des maladies endocriniennes en majorité. Donc la plupart de ces patients prenaient un traitement au plus, et nous avons noté que 20% de ces patients avaient un motif de consultation d'urgence. Donc ils consultaient au niveau du centre dentaire pour une urgence dentaire. Nous n'avons reçu aucun patient qui était orienté de façon systématique sans avoir un objectif ou un besoin en soins bucco-dentaires. Donc, sur cet échantillon, 54% des patients à risque n'avaient jamais consulté un médecin dentiste. 23% ne se brossaient pas du tout les dents. Et nous avons relevé un indice CAO. Cet indice CAO, c'est un indice qui c'est un indice qui représente le risque de carie. Et le CAO, ça veut dire dents cariées absentes ou obturées. Et nous avons noté un indice chez ces patients à risque de 6,42. Donc, quand il est en majuscule, c'est pour les dents permanentes. Donc, si on peut noter à 6,42 pour cet indice, c'est un indice universel, et l'enquête nationale du Maroc de 2012 avait relevé un indice de 4,8 chez les enfants de 12 ans au sein de la population. Donc, on voit quand même qu'il y a un taux élevé au niveau de cet indice.
On a relevé également un taux de maladie de la gencive et du parodonte qui était importante. Et donc, ce taux élevé de caries, de maladies parodontales ou de manque d'hygiène et une source d'infection bucco-dentaire, bien entendu. Ça va être une source de saignements gingivaux, de douleurs. Donc, autant de problèmes de taux élevés qui constituent un risque pour ce patient. Donc, quelque chose qui n'est pas négligeable, qu'il est important de relever. Donc, pourquoi ces patients ont autant de problèmes? Parce que, en fait, il y a des conséquences directes de la maladie qui peuvent se répercuter directement au niveau dentaire. On va voir ça à travers quelques cas. La santé orale peut être reléguée en second plan par rapport à la maladie. Donc, pour les parents, peut-être pour la priorité, c'est la maladie en elle-même et pas forcément l'état bucco-dentaire. Et donc, il y a un manque d'information par rapport à l'impact que peut avoir cette cavité buccale par rapport à la santé de ces enfants. Donc, quelques complications bucco-dentaires qu'on peut relever. Donc, la sécheresse buccale, par exemple, qui peut être liée à la maladie elle-même. Notamment quand il s'agit d'une rhinite allergique avec obstruction nasale, le relais de la respiration buccale va faire qu'il y a une sécheresse buccale. Et c'est très important parce que ça va totalement perturber la flore buccale et l'écosystème et donc permettre le développement de pathologies au niveau bucco-dentaire. Ça peut être relié également à plusieurs thérapeutiques, les psychotrophes, mais aussi des traitements pour les maladies allergiques, par exemple. Alors, les caries et les complications, comme on peut le voir sur ces diapos, on peut voir ici, regardez, ça c'est une carie de la petite enfance, donc c'est un enfant qui est en denture temporaire. On voit l'état des dents temporaires, on voit déjà l'infection, donc une complication infectieuse, et ça peut être en rapport là aussi avec la maladie, manque d'hygiène et la prise de certains sirops médicamenteux qui sont très riches en sucre et qui vont favoriser le développement de caries. Regardez ici sur cette diapo, c'est un enfant qui a moins de 10 ans, puisqu'on voit qu'il y a encore une dent temporaire ici. Mais regardez la dent permanente, la dent de 6 ans qui a fait son éruption à l'âge de 6 ans, elle est complètement délabrée. Elle est pratiquement à l'état de racine. Elle va être extraite parce que c'est une dent qui ne peut plus rester en bouche. Et c'est une dent qui est très importante, c'est un pilier de l'occlusion. Donc déjà à l'âge de 10 ans, c'est des enfants qui vont peut-être perdre des dents pareilles. Et donc on peut imaginer le nombre les complications qui peuvent s'en suivre. Regardez ici les infections, notamment les cellulites. Les cellulites, c'est des consultations quotidiennes chez nous au service. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel par rapport à certains pays, notamment les pays anglo-saxons et tout, où ça reste quelque chose de très rare. Chez nous, c'est du quotidien. Les gingivites et les parodontites, donc là on voit une inflammation de la gencive qui est très importante liée à une mauvaise hygiène, donc c'est des sources d'infection également. Là, ça atteint l'os de soutien de la dent et donc on va voir soit des mobilités dentaires, soit des pertes de dents, soit carrément des expulsions dentaires. Et là, il y a aussi des germes qui sont anaérobies, qui sont incriminés dans ces problèmes parodontaux et qui peuvent être très néfastes pour ces patients. Alors, les complications bucco-dentaires peuvent aussi être, regardez ici, ça peut être sous forme d'anomalies dentaires. Là, c'est des colorations, certainement, que vous avez vues en consultation. C'est assez fréquent et là, c'est très bénin parce que c'est des black stains, des bactéries chromogènes et c'est retrouvé très souvent avec la prise de sirop de supplémentation en fer ou en cas d'anémie. Et le problème, c'est que même si c'est très bénin, mais l'enfant, on reçoit des enfants qui ne veulent plus sourire parce qu'il y a ces black stains et c'est quelque chose qui peut être enlevé très rapidement avec un geste très simple chez nous, un petit détartrage au sein du service, et donc on voit la différence, donc on peut agir et prévenir ça. Alors il y a des complications un peu plus importantes, notamment regardez ici chez cette patiente qui à l'âge de 7 ans avait consulté pour une infection dentaire. Elle était, c'est une patiente leucémique qui était en cours de traitement et là on la revoit après quelques années, donc elle a l'âge de 13 ans et regardez, on a une anomalie au niveau de la dent permanente. C'est des séquelles des thérapeutiques et de la pathologie qu'elle a subie vers l'âge de 7 ans. Et donc, c'est des anomalies indélébiles qui vont survenir au niveau de ses dents. Et ça peut être très varié. Il y a énormément de types de pathologies dans ce sens. Alors, les troubles d'hémostase et son rapport
en rapport avec les pathologies générales, notamment l'hémophilie. À chaque fois qu'il y a une perturbation de la numération de la formule sanguine avec une variation des taux de plaquettes et tout, on peut avoir des troubles au niveau bucco-dentaire et ça peut être un motif de consultation chez le chirurgien dentiste ou chez le médecin dentiste. Alors, toutes les maladies infectieuses vont pouvoir peut-être se manifester au niveau de la cavité buccale, qu'elle soit peut-être virale, bactérienne, mycosique, comme on peut le voir sur ces images. Ils peuvent constituer un motif de consultation chez le pédodontiste. Alors, la relation en fait santé générale et état bucco-dentaire n'est plus à démontrer. Les problèmes oraux ont un impact sur l'état général et sur la qualité de vie de ces enfants. Donc, on a fait des études qui ont été menées sur la qualité de vie en rapport avec l'état bucco-dentaire chez les enfants à risque. Et il a été relevé que quand même 70% à 90% de ces patients ont un impact de cet état bucco-dentaire sur leur état général. Déjà, l'état général, il est altéré, et quand on rajoute sur cela les problèmes bucco-dentaires, donc ça n'arrange pas la chose. Donc de même, les maladies systémiques ou les effets secondaires indésirables de leur traitement vont avoir des répercussions directes sur la sphère bucco-dentaire, où bien sûr la prise en charge aussi va être spécifique et adaptée à ces patients, donc avec un suivi particulier. Alors, quel est le rôle du pédodontiste? Si on veut le résumer un petit peu, déjà le pédodontiste, il a un rôle de dépistage et d'orientation, surtout donc ces éléments, devant une pâleur très importante des gencives, devant une infection suspecte, devant une gingivite qui semble être atypique, notamment chez cette patiente avec une hypertrophie très très importante au niveau des gencives. C'est une infiltration tumorale de la gencive. Après la première cure de chimiothérapie, la patiente le problème gingival a été géré, mais le plus important à relever, c'est cette notion de dépistage chez le pédodontiste, mais surtout l'orientation, donc le fait d'avoir ce contact avec le pédiatre et l'orientation qui va bien sûr améliorer le pronostic de prise en charge et de guérison de ces patients. Alors le pédodontiste a également un rôle dans le soin, dans le diagnostic, notamment par exemple ici devant des anomalies, on peut pousser l'examen, et là chez cette patiente qui a une anomalie de forme et une oligodontie, il y a un risque. C'était une patiente qui était atteinte d'un syndrome qui a été diagnostiqué justement à l'âge de 13 ans parce qu'il n'a pas été étiqueté avant, donc à travers l'état bucco-dentaire. Là, un patient qui a été orienté par le service d'hémato-onco, et on a dû faire la biopsie et qui a confirmé une histiocytose langerhansienne. Alors, pardon. Concernant la prise en charge, ce que je veux ressortir ici, voilà, là, par exemple, c'est une patiente qui a une cardiopathie congénitale, donc une tétralogie Fallot, avec une inflammation gingivale importante, et elle consulte pour une infection dentaire en rapport avec une première molaire permanente. Le risque d'endocardite, il est important, donc elle fait partie des patients à risque d'endocardite, donc c'est très important de la prendre en charge avec beaucoup de précautions particulières. Et là, ce qui est important, c'est la collaboration avec le médecin traitant, même si dans la prise en charge, par exemple ici, on a des guidelines, le protocole est bien établi dans la prise en charge, mais on voit quand même l'infection est importante. C'est une dent permanente qui aurait pu être conservée chez un enfant normal, mais chez un patient à risque, bien sûr, on est plus radical pour éviter qu'il y ait des germes résistants qui persistent. Donc là, le plus important, c'est que même si on a un protocole, des guidelines qui sont connus, il est très important qu'il y ait cette collaboration avec le pédiatre, parce que lui, il connaît plus le patient, il l'a vu à plusieurs reprises, il connaît le degré de gravité, et donc il va plus contextualiser cette prise en charge, et c'est très important donc, dans cette collaboration. Un deuxième patient atteint de syndrome néphrotique qui consulte aussi pour un problème dentaire en rapport avec une molaire permanente. À la radio, on voit une infection, donc il y a une raréfaction osseuse en rapport avec cette molaire permanente. Donc on l'a extraite là aussi pour éviter de garder des germes éventuels qui pourraient poser problème ou être la cause d'une résistance au traitement pour un patient qui est atteint du syndrome néphrotique.
Voilà, on voit après la prise en charge, assainissement de la cavité buccale, prévention des caries, donc tout, élimination tout foyer infectieux. Là, une patiente diabétique, de la même manière, on voit un nombre très important de caries. Le protocole de prise en charge, là aussi, il est suivi de façon correcte, bien sûr avec respect du moment du soin, toutes les précautions qu'il faut pour éviter un accident hypoglycémique au cours du soin. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait cette prise en charge, cet assainissement de la cavité buccale. Et là, le but aussi, c'est de ressortir l'importance de cette orientation de ces patients, de leur prise en charge pour éliminer ce problème supplémentaire qui peut se rajouter au problème de la cavité généraux de ces patients. Donc, un autre cas, c'est un patient hémophile, et là, je voudrais rendre hommage au service de pédiatrie de l'hôpital Abdrahim Harouchi de Casablanca. C'est la prise en charge de ces patients. C'était des patients aucun pédodontiste ou dentiste n'osait prendre en charge ces patients à cause des risques. Et donc, cette prise en charge a été banalisée grâce à cette collaboration entre le service de pédiatrie et notre service. Et maintenant, c'est très codifié. Tout le monde est formé à la prise en charge de ces patients. Et donc là, on peut voir, par exemple, chez ce patient, il s'est présenté avec plusieurs caries. Quand il y a des problèmes de ce genre, il peut y avoir des gingivorasies, des fois spontanées. Et donc, on peut voir ici, après la prise en charge, maintenant, il y a même des protocoles qui sont très avancés actuellement dans la prise en charge de ces patients. On voit quand même qu'on peut leur gérer ces difficultés avec beaucoup de précautions. Alors, un dernier cas, c'est un patient atteint de leucémie. C'est un patient qui s'est présenté avec une cellulite faciale d'origine dentaire. Regardez, donc il y a une tuméfaction qui prend la moitié du plancher buccal. Et radiologiquement, c'est une dent qui n'est pas très délabrée, qui n'est pas problématique à la base chez un patient normal. Mais à cause du problème d'aplasie, des problèmes d'immunité, il a fait une infection aussi importante. Donc, on a pu le prendre sous sédation consciente, homéopathie. Et après l'extraction de la dent, on voit que le patient, quand même, il a pu être géré, son problème, il a pu être contrôlé. Mais de toutes les manières, là, on voit le geste, mais la collaboration étroite avec le médecin traitant du patient, elle a été vraiment, c'est un élément très important. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à nos étudiants. À chaque fois qu'on reçoit un patient à risque, il est indispensable d'envoyer la lettre au médecin traitant pour avoir plus d'informations sur l'état de santé actuel, sur les particularités de ce patient. Même si le protocole de prise en charge bucco-dentaire, il est un petit peu codifié maintenant, c'est publié, il n'y a pas de problème. Mais c'est important d'avoir le côté médecin traitant pour pouvoir le prendre en charge dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, le rôle du pédiatre, l'examen de la cavité buccale est essentiel. Prendre la peine d'examiner ce patient au niveau bucco-dentaire, donner les conseils d'hygiène, informer et motiver sur l'importance de la santé bucco-dentaire. En fait, l'information, il va la prendre quand c'est son pédiatre qui va lui dire voilà, c'est important l'état bucco-dentaire, il va le prendre avec beaucoup d'intérêt. Et c'est finalement la responsabilité du pédiatre de gérer cet élément, de cette information, de cette orientation. Intégrer le pédodontiste dans le processus de prise en charge des patients à risque et l'orientation. En fait, quand on reçoit un patient à risque qui a une maladie chronique, on va peut-être l'envoyer pour prendre une radio panoramique, radio pulmonaire, faire un certain nombre de bilans pour être sûr qu'il n'y a pas de problèmes collatéraux. Et ça serait bien aussi de systématiquement l'envoyer chez le dentiste ou chez le pédodontiste pour justement éviter de tomber dans des problèmes et favoriser la prévention par rapport à la prise en charge. Alors, je voulais insister, dire un mot sur l'hygiène et la prophylaxie dentaire, bucco-dentaire. Donc, il est très important d'établir le problème dès le diagnostic, le poursuivre quelle que soit la phase de la maladie et du traitement.
Le brossage, il est indispensable, quel que soit le statut de le patient, sauf bien sûr quand le taux de plaquettes ne le permet plus, et des neutrophils. Bien sûr, reprise du brossage dès que possible, et bien sûr quand on est une phase où on ne peut pas faire ce élément, donc ce brossage, il faudra penser à au moins faire un rinçage buccal avec une solution en bicarbonate ou bien un bain de bouche antiseptique. Le nettoyage des espaces interdentaires, parce que c'est des zones de rétention de plaques. Bien sûr, chez nous, on peut aussi motiver le patient dans ce sens. Et la fluoration, donc c'est un élément important, que ça peut être fait au cabinet dentaire par des moyens de vernis, de gel fluoré, mais également à travers les moyens habituels tels que les brosses à dents, les dentifrices et les bains de bouche. Alors, je voulais parler d'une expérience de collaboration dans la prise en charge de l'enfant atteint de cancer entre le service d'oncopédiatrie et de pédodontie à Casablanca, mais je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. Je vais quand même passer, je croyais que j'avais 30 minutes à la base, mais donc on a quand même avait instauré une consultation systématique pour les patients consultants en hémato-onco, et donc on les recevait en général à chaque fois que leur état le permettait, et ça nous a permis de mettre en état la cavité buccale de ces patients, d'un nombre très important de ces patients, bien sûr avec les règles habituelles de normalité. Voilà, donc on voit ici sur la diapo de droite comment on peut voir chez ce patient qui avait subi une radiothérapie, chimiothérapie, comment on a pu assainir et donc améliorer en fait cet état de la cavité buccale, réduire le taux d'infection, d'autant plus que c'est un patient qui est irradié, qui a quand même des problèmes des risques importants. L'importance de cette consultation, c'est aussi le pouvoir dépister des lésions secondaires, comme on peut le voir ici. Donc, une récidive chez un patient cancéreux, ou bien, voilà, donc la prise en charge de ce patient qui était. Donc, on a pu également faire la conception et l'évaluation d'un programme, mais à la formation du personnel paramédical. À l'examen de l'état buccal, mais aussi à la mise en place des mesures d'hygiène. Voilà, des brochures ont été conçues et distribuées aux patients, mais pas seulement. Donc les étudiants avaient un projet de prévention et des fois ils choisissaient d'aller sur le terrain, et donc ils faisaient des sorties sur le terrain au niveau du service, au service de pédiatrie en général, donc le service des enfants atteints de diabète, des enfants atteints d'autres pathologies, mais aussi en oncologie pédiatrique. Je vous prie de conclure, s'il vous plaît. Ça se faisait dans un cadre ludique et ça permettait de la motivation des patients. Donc, pour conclure, donc cette diapo, l'importance de l'information. Donc, il faut que le pédiatre informe son patient, l'orientation vers le pédodontiste. Il faut aussi former les jeunes pédiatres et pédodontistes à la prise en charge de ces enfants à risque, l'importance d'instaurer un programme d'hygiène, d'appliquer les protocoles qui sont établis dans la prise en charge de ces patients, et je reviens vers l'examen de cette cavité buccale des enfants, et là je centre vers l'importance de la collaboration entre les différents partenaires, aussi bien le pédiatre et le pédodontiste, pour justement avoir un résultat idéal dans la prise en charge globale de ces enfants à risque. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame le professeur Bensouda, pour cet excellent exposé et l'incitation à penser à la prévention en matière de santé dentaire chez l'enfant. Donc, on va lancer tout de suite la discussion, mais on n'a pas beaucoup de temps. Une seule question, s'il vous plaît, de la salle. Monsieur, oui, monsieur. Bravo pour la qualité de votre exposé. Moi, j'aimerais juste un petit retour d'expérience sur un peu ce que font les Américains. Les Américains, ils ont inventé un concept qui est très simple. Ils ont fait un questionnaire adapté pour les pédiatres. Le SAO, il est très bien pour les pédodontistes, mais pas assez bien pour les pédiatres, il est un peu compliqué. Ils ont mis ce qu'on appelle un score Cabra. Score Cabra, c'est un questionnaire simple, 10 questions ou 11 questions, très simple, qui permettent de classifier le risque de ce patient.
qu'il soit pédiatre généraliste ou pédiatre privé ou pédiatre public. Ce questionnaire peut être fait par l'infirmière dans la salle d'attente. Une fois ce questionnaire est chez le médecin, c'est un questionnaire en même temps une lettre de transfert. Tu remplis le questionnaire. Une fois le questionnaire est rempli, tu as un score. Une fois le score rempli, tu as une conduite à tenir. Transféré pour soit un vernissage fluoré, soit pour un scellement du don temporaire. Merci Bachir. Je vous remercie pour cette... Alors, ce qui est important chez eux aussi, c'est qu'il y a un fauteuil dentaire dans toutes les structures hospitalières. Et donc, finalement, tous les patients à risque passent directement et systématiquement chez le dentiste, même s'ils n'ont pas de problème. Donc, c'est un examen qui est systématique et ça a justement un rôle capital parce que c'est très important, ça va prévenir justement l'apparition des complications ou bien on va justement les dépister, les diagnostiquer le plus précocement possible. Donc tout de suite, avant de passer la parole, je pense que Mme Haj Khalifa demande la parole, mais je dirais tout de suite que également les anomalies dentaires doivent être un signe d'appel pour rechercher des maladies génétiques. Les anomalies dentaires, c'est un excellent marqueur d'anomalies génétiques de développement qui, au-delà d'être un signe au niveau de la phase embryonnaire en rapport avec les anomalies du métabolisme phosphocalcique, notamment de l'émail dentaire, parfois même les anomalies d'éruption dentaire, elle peut être également associée à d'autres malformations du système nerveux central, de la peau, des reins, comme les anomalies incisives uniques. C'est un appel de chercher une malformation cardiaque, une hydrocéphalie. Tout à fait. D'ailleurs, on a au service une consultation hebdomadaire qui reçoit tous les patients où on suspecte un syndrome et une collaboration avec le service de génétique pour justement étiqueter. Également à l'hôpital militaire, nous avions un professeur qui s'appelle Lossi, qui était dans les maladies génétiques, anomalies dentaires. On travaillait également avec des staffs de cas cliniques. À vous, là. J'ai juste deux remarques. La première, c'est que je dois rappeler que Casablanca bénéficie d'une structure hospitalière dédiée à l'enfant. C'est là où vous travaillez, professeur Souda, et que je voudrais aussi rendre hommage à toutes vos collègues, et particulièrement à Madame le professeur Bousfiha. Il ne s'agit pas de mon ami Bousfiha, ça doit être la cousine. Une dame qui a travaillé, parce que c'est des gens qui passent des jours et des années dans des structures. Il faut les rappeler, qui a pris sa retraite maintenant, qui depuis 1994 travaille avec le centre de référence de l'hémophilie, de la pédiatrie 3. Je suis désolée de revenir toujours sur la P3. Une partie de mon existence s'est passée là-bas. Et vraiment, je voudrais lui rendre hommage. La deuxième chose, hier avec Madame professeur Oumlil, on disait qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire. Je vais rabâcher encore qu'on met un abaisse-langue, on regarde, comme a dit Madame professeur Dini, le fond de la gorge, on regarde les amygdales, on regarde la langue, on regarde les dents et on donne des conseils. On fait le dépistage des caries et on donne des conseils aux parents. Tout simplement, ça demande une fraction de seconde. Il faut le faire et il faut d'être aussi répétitive. Merci beaucoup. Oui, et là, ce que je voudrais signaler, c'est que le patient, il va écouter le pédiatre, même si on n'arrête pas de rabâcher tout ce qu'on va dire, mais si son pédiatre lui dit, voilà, c'est important, c'est capital, alors ça va prendre une autre dimension. Oui. J'ai juste une question à vous poser concernant les troubles du sommeil. Donc, certaines anomalies dentaires responsables des enfants qui viennent. Donc là, il faut chercher aussi des troubles du sommeil de l'enfant qui peuvent être révélés par des anomalies dentaires. Est-ce que dans votre fiche préventive, c'est signalé aussi de poser la question aux parents concernant est-ce qu'il y a des troubles du sommeil de l'enfant et qui peuvent être corrigés éventuellement par des anomalies de l'articulaire du maxillaire, les trosses, le bruxisme la nuit?
Alors, les troubles de sommeil en particulier, non, mais on fait un examen respiratoire. On examine, est-ce que le patient on a des mesures pour évaluer est-ce qu'il a une respiration buccale ou nasale. Et bien sûr, quand il y a une respiration buccale, on a un examen occlusal aussi de toutes les manières qui est systématique pour voir s'il y a des troubles d'occlusion qui sont, parce que c'est très associé. Et on oriente bien sûr avec le service d'orthopédie dentofaciale et qui vont compléter, bien sûr, et voir éventuellement la prise en charge. Donc. Merci pour vos commentaires. Je pense qu'on pourrait continuer la discussion après.